Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait fonctionner. C'est super. Merci Dylan de m'avoir répondu parce que c'est vrai que j'ai juste un écran noir, donc c'est pas toujours très simple. Alors, je vois que certains ont déjà trouvé en fait ce petit onglet converser qui permet en fait de pouvoir poser des questions, me dire plein de choses si vous le souhaitez et pouvoir échanger le plus facilement possible. Il est à peine midi, donc on va peut-être attendre encore quelques petites minutes. Je vois 38 participants, on en attend environ 100, mais on va attendre quelques petites minutes si ça ne vous ennuie pas. Vous pouvez aussi lever la main. Je vois que Christophe a essayé de lever la main. Donc, il n'y a pas de souci, ce qui fait que voilà, quand vous avez des questions concernant le webinaire, n'hésitez pas à poser ces questions, ces questions directement. Alors, on me pose déjà une question, comment les attestations DDA sont envoyées? Donc ça, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes, à savoir que vous allez recevoir un mail, puisque normalement, vous vous êtes inscrit avec votre adresse mail. Donc, vous allez recevoir un mail en fait de Peritus Formation, de sorte à ce que vous puissiez avoir votre attestation DDA et que vous puissiez bien évidemment la conserver en cas de contrôle. Alors, je vois quelques participants qui arrivent de nouveau, donc je répondrai de nouveau à cette question parce que je pense qu'on va me la reposer. Je vais attendre quelques petites minutes, comme je vous le disais, quelques petites secondes, de sorte à pouvoir éviter les redites. Nous suivrons la formation à 3 sur le même écran. Cela est-il problématique? Oui, je dirais oui et non. Non, parce que alors la question Pierre, est-ce que vous êtes inscrit à 3 ou pas? Est-ce que vous êtes inscrit, vous avez mis 3 adresses mail ou pas? C'est la question que je me pose. Si vous pouvez me répondre. On a mis 3 adresses. Donc le fait que vous ayez mis 3 adresses, après bon, je vous expliquerai tout à l'heure, mais vous m'enverrez un mail au pire, avec les 3 adresses et les 3 noms, pour ce cas particulier, ça posera pas de problème, dans la mesure où en plus vous allez avoir un petit quiz. J'attends quelques petites minutes encore. Je ne m'y fais pas à ce genre de petits, conversations à chaque fois, dans la mesure où j'essaie de répondre un peu à tout. Nous sommes 2 à suivre. Alors, pareil, Daria, est-ce que vous vous êtes aussi inscrite à 2, à savoir est-ce que vous avez mis 2 adresses mail sur l'inscription Zoom ou pas? Alors, Iman, je vois que vous avez levé la main. Si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Dans le petit onglet Converser qui doit être à peu près au centre de votre écran. Alors, Daria, vous ne m'avez pas répondu et on va pouvoir commencer. Oh, je comprends rien, on parle de quoi? Vous inquiétez pas, Léo, on a un tout petit peu, on n'a pas du tout commencé la formation. J'essaie juste de régler deux, trois petits, deux, trois petits problèmes logistiques. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais tout vous réexpliquer. 3 participants ont levé la main. J'imagine que c'est pour dire bonjour, c'est gentil. Écoutez, voilà, il est 12h03, on est une petite cinquantaine. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Tout le monde dit bonjour, c'est parfait. Alors, concrètement, je vous explique comment ça va se passer, d'accord? Vous allez avoir des slides que je vais vous projeter, vous inquiétez pas par rapport à ça, une attestation DDA. Je vais vous expliquer tout ceci. Déjà, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas Zoom comment ça fonctionne. Vous avez en bas de votre écran une petite bulle où il y a marqué converser, ce qui veut dire que vous avez la possibilité à ce moment-là de pouvoir poser des questions au fur et à mesure de la formation parce que je trouve que l'échange est plus sympa. Moi, j'ai un écran noir, alors c'est vrai que si vous pouvez poser des questions ou échanger, n'hésitez pas, ce sera beaucoup plus pertinent pour tout le monde. Daria, ce que je vais vous demander par contre, c'est simplement de m'envoyer les adresses mail par mail. Je vous donnerai mon adresse mail tout à l'heure, mais là, sinon, on va pas réussir à les retrouver en fait. Je suis désolée. Non, c'est pas cool l'écran noir, mais bon, c'est pas très grave. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ceci. Je vous partage mon écran. Pourquoi? Juste. Hop. Très bien. Est-ce que vous voyez tous l'écran que je viens de vous partager? Ah, zut. Il y a un petit problème dans la mesure où moi, je ne vois plus converser. Pas de questions ouvertes.
Vous voyez l'écran, mais moi, le problème, c'est que je ne voyais plus converser. Alors, je vous demande un tout petit instant, juste que j'essaie de régler la chose. Si je le mets en grand, je ne vois plus converser, ce qui est embêtant. Ah si, ça y est. Voilà, j'ai tout réglé. Je ne sais pas du tout si vous voyez la conversation ou pas. Dans tous les cas, voilà, vous voyez l'écran, c'est parfait. Alors, je vous explique rapidement, je vais me présenter quand même. Floriane Debord, donc Peritus Formation. Peritus Formation est un organisme de formation spécialisé dans la formation des IOBSP et des IAS, hein, notamment en termes de formation DDA. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. On est partenaire de Netvox, pour qui en fait on propose un certain nombre de parcours de formation, que ce soit sur du présentiel, du distanciel, ou quand je parle de distanciel, je parlais du e-learning et de la classe virtuelle. Alors là, on est sur un format webinaire. La classe virtuelle est un petit peu différente parce que normalement, je vous vois. C'est un peu plus sympathique et je peux vous entendre parce que vous pouvez parler aussi. Là, vous pouvez parler simplement en écrivant, comme par SMS. Est-ce que je peux partager par mail le slide? Oui, tout ceci sera fait. Vous inquiétez pas. Concrètement, je vous explique. Vous avez la possibilité, comme je vous le disais, pour ceux qui viennent d'arriver, de pouvoir poser toutes les questions que vous le souhaitez par l'onglet conversation du webinaire Zoom. Si vous pouvez plutôt utiliser l'onglet conversation que QER, c'est plus facile pour moi. Vous allez avoir donc le support de formation que je vous déroule très rapidement comme ça, mais ce support qui reprend l'intégralité de la formation ainsi que les points essentiels qui sont à retenir concernant le programme que l'on va voir ensemble. Ce support vous sera envoyé par mail, par Netvox, je pense, par Aurélia ou par moi. Et puis, en plus de ce support, entre guillemets, vous allez aussi recevoir un petit mail, de sorte à pouvoir faire en sorte que cette formation webinaire soit validante par DDA et donc recevoir votre fameuse attestation pour comptabiliser vos heures DDA. Vous allez devoir faire un petit quiz sur une plateforme qui s'appelle Klaxoon. Alors, je vous explique, ça va être très, très simple. Vous allez simplement rentrer sur cette plateforme votre adresse mail. Vous allez recevoir un mail en premier de Klaxoon. C'est la raison pour laquelle derrière, il faudra m'envoyer les adresses mail des personnes en fait, qui ont participé effectivement à la formation. Vous allez donc recevoir un mail de Klaxoon aujourd'hui. Il suffira simplement de créer un compte qui est gratuit. Voilà. Et puis, vous allez accéder à un petit quiz de 5 questions, 5-6 questions, qui permettra tout simplement de valider la formation DDA, c'est-à-dire valider le fait que vous avez bien suivi la formation. Et puis, pour que vous puissiez donc conserver tout ceci après dans vos dossiers ACPR notamment, et même dans vos dossiers de société d'assurance ou de courtier grossiste qui ont tendance désormais à vous demander de plus en plus vos attestations de formation, puisque je vous rappelle que c'est une obligation légale et réglementaire à ce niveau-là. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va parler de complémentaire santé, non pas complémentaire santé pour je dirais, mon but là-dessus, ça ne va pas être de vous montrer comment vendre la complémentaire santé, mais plutôt pourquoi la vendre et quels sont les éléments qui ont évolué ces dernières années, dans la mesure où il y a depuis une dizaine d'années, pas mal d'évolutions concernant la complémentaire santé. Jacques, je vais juste vous demander la même chose qu'à Daria, s'il vous plaît. Les adresses mail, déjà, ne serait-ce que par rapport au RGPD, c'est pas génial parce que tout le monde voit les adresses mail là. Ne les mettez pas là. Je vous expliquerai à la fin de la formation comment ça va se passer au niveau des adresses mail. Mais il n'y aura pas de souci. Vous recevrez bien votre attestation et bien votre accès au quiz. D'accord? Alors, voilà, pas d'adresse mail, s'il vous plaît. On verra les adresses mail, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer par les enjeux de la complémentaire santé. Les enjeux de la complémentaire santé, à l'intérieur de complémentaire santé, il y a le mot santé. D'ailleurs, le vrai terme, en fait, c'est complémentaire santé et mutuelle. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, si vous savez pourquoi on est censé utiliser le terme complémentaire santé et par mutuelle. Mutuelle, c'est un terme qui serait un petit peu comme le terme Tampax. J'ai que cette référence, je m'excuse pour les chers messieurs, qui serait comme le terme Tampax, c'est-à-dire c'est une marque, entre guillemets. Les mutuelles ont en effet la part de marché la plus importante concernant les complémentaires santé, mais la complémentaire santé, en fait, peut être distribuée à la fois par des organismes mutualistes, à la fois par des institutions de prévoyance et à la fois par des sociétés d'assurance. Donc, le terme générique, c'est le terme complémentaire santé, qui est en plus, à mon sens, un terme plus parlant, parce qu'il y a le terme santé, mais en même temps,
la plupart des personnes, que ce soit dans les professionnels, par le biais dans les courtiers ou même vis-à-vis des clients, utilisent quand même beaucoup et principalement le terme mutuel. Mais bon, moi je vais utiliser le terme complémentaire santé parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis juriste de profession initialement et comme tout juriste un petit peu trop rigoureux, on utilise toujours des termes pas toujours communs pour tout le monde, mais bon, je vais utiliser le terme complémentaire santé. La complémentaire santé, en fait, a énormément d'enjeux. Premier enjeu, en fait, ça bug au niveau du son. Est-ce qu'on peut me le confirmer? Je vais essayer de parler. Non, apparemment, bon, je ne sais pas. Rachid, il est possible aussi que votre connexion soit un petit peu... La bande passante, parfois, n'est pas toujours très bonne. Mais bon, écoutez, si tout le monde m'entend, c'est très bien. Écoutez, parfait. Si tout le monde m'entend, c'est parfait. Alors, je disais que la complémentaire santé présente un certain nombre d'enjeux. Il y a des enjeux sociétaux qui sont réels, que ce soit pour l'État ou les personnes. L'État a des fonctions régaliennes à travers l'accès aux soins. On fait de la prévention, on lutte aussi contre la pauvreté. Notre État, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais notre État a depuis très longtemps décidé d'investir dans des fonctions liées à la protection sociale, qui est là, donc la couverture des risques sociaux, où il y a la santé, mais aussi la vieillesse, mais aussi le logement, la famille, etc. La santé fait donc partie d'un des risques sociaux sur lequel l'État a investi. Il a investi 213 milliards d'euros en 2018, la protection sociale représentant environ 35% du PIB en France, la protection sociale dans son ensemble, et il y a 35% de ces 35% qui concernent la santé. Donc, ce sont des sommes qui sont énormes. Et le but, c'est vraiment l'accès aux soins. L'accès aux soins qui est aussi partagé en objectif par les personnes, c'est-à-dire les ménages, les personnes qui doivent bien évidemment se soigner pour essayer d'aller bien, tout simplement. Et le but, en fait, c'est de faire en sorte, par rapport à certains pays qui n'ont pas ce genre de système, d'organisation, de faire en sorte que les personnes puissent accéder aux soins et ne pas renoncer aux soins, en fait, pour des raisons financières. Après remboursement par le régime obligatoire, chaque année, 10% des assurés seraient exposés à des restes à charge supérieurs à 2 000 euros et 1% à des restes à charge supérieurs à 5 000 euros. Tout ceci serait sans complémentaire santé. Alors, a priori, comme ça peut paraître moins important que dans certains pays. On pense tous aux États-Unis à ce moment-là quand je dis ça. Mais on est en train de parler d'assurés et pas des ménages. Donc, on laisse compter fois une famille avec un papa, une maman, deux enfants ou deux papas, deux mamans, enfin, peu importe. Mais pour le coup, on serait sur des sommes qui seraient très, très importantes sans complémentaire santé. Donc, on comprend tout de suite les enjeux de la complémentaire santé à ce niveau-là. Le monde de l'assurance, dont vous faites partie, que ce soit en tant que courtier, mandataire, salarié, mais aussi le monde de l'assurance du côté des porteurs du risque, donc au niveau des assureurs, voire même des courtiers grossistes, a aussi un intérêt particulier au niveau de la complémentaire santé. Pourquoi? Parce que c'est un marché important. Ça représente 36 milliards de cotisations en 2016, que ce soit par le biais des contrats collectifs ou des contrats individuels. Ce qui fait que tout de suite, c'est un marché qui n'est pas aussi important que d'autres. Par exemple, c'est moins important que l'assurance vie, mais ça reste quand même un marché, celui de la complémentaire santé, qui est fondamental et qui présente de ce fait un intérêt stratégique important pour vous, courtier, en termes de part de marché. En France, j'ai oublié de le dire, on fait partie d'un des pays les plus même le pays le plus généreux de l'Europe. Quand on parle de générosité, ça fait presque très subjectif, mais pour le coup, c'est objectif. À savoir que en Europe, on a quand même le système, du moins assurantiel. Quand je parle d'assurantiel, je vais parler de régime obligatoire et aussi d'assurance privée, qui est le plus couvrant dans la mesure où, en Europe, on a le reste à charge pour les personnes le plus faible. D'ailleurs, en matière de dépenses concernant la complémentaire santé, hop, j'essaie de changer mon slide. On se rend compte de quoi? On se rend compte que sur une dépense globale, l'État prend en charge presque 80% des dépenses.
C'est l'un des pays de l'OCDE qui consacre la part la plus élevée de sa richesse à la santé, 80% des dépenses, qui sont ensuite réparties, bien évidemment, entre un reste à charge pour les assurés sociaux, c'est-à-dire les personnes physiques, et aussi un reste à charge pour les assurances. Les assurances qui prennent en compte environ 15% des dépenses de santé. En moyenne, en 2017, 2018, pardon, le reste à charge moyen par personne était de 214 €, ainsi réparti. C'est-à-dire que la majorité de ce reste à charge était dépensé par des soins de ville, notamment à cause des consultations liées au dépassement d'honoraires, des médicaments aussi non remboursés, et ensuite vous aviez bien évidemment les soins hospitaliers, l'optique, autre, c'est tout ce qui est auditif et dentaire. Le reste à charge moyen par personne est variable cependant selon les statuts sociaux, c'est-à-dire qu'on se rend compte que souvent les personnes qui ont des faibles revenus ont des restes à charge supérieurs en fait aux autres des personnes. Toujours est-il que 95% des ménages sont couverts en complémentaire santé. 95% des ménages, c'est un chiffre qui augmente au fur et à mesure. Alors, on le verra tout à l'heure, mais la généralisation de la complémentaire santé a favorisé ce chiffre. De même en fait, que la CSS, la complémentaire santé solidaire, qui regroupe aujourd'hui l'ACS et puis la CMUC. Qui donne ces statistiques? Alors, les statistiques, en fait, elles sont données par l'adresse DREES, qui dépend du ministère de la Solidarité. Ça, c'est le premier point. Donc, ce sont des statistiques qui sont censées être assez objectives. Et tous les 3-4 ans, il existe en fait un guide qui fait entre 150 et 200 pages, qui reprend en fait les acteurs et qui détaille les différents contrats de complémentaire santé. Quand on parle de contrat, ça va être qui souscrit, qui paie, quelles sont les garanties et quelles sont les évolutions liées à ces contrats-là. Je trouve ça, me concernant, je trouve ce sujet assez passionnant. Après, j'ai fait un master en protection sociale, donc c'est peut-être pour ça qu'à la base, ça me passionnait. Mais ça permet de pouvoir avoir une vision assez réaliste, assez factuelle de l'accès aux soins en France. On a vu dans cette crise en fait qu'il y a pas mal de choses évidemment à améliorer, ça c'est certain. Je ne le renie absolument pas. Mais bon, après, il y a aussi des choses qui fonctionnent heureusement. Concernant le Covid, je vais faire un petit point parce que je pense qu'on a entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on se rend compte de choses qui sont très réelles, à savoir, on a une baisse de la sinistralité des assureurs santé suite au confinement. Il y aurait un rattrapage, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on n'a pas encore assez de recul pour réellement avoir des chiffres qui nous permettront de pouvoir lisser sur l'année et voir quelles ont été les différentes conséquences du Covid sur les prestations santé qui ont été versées. On dit qu'il y aurait environ 30%, voire 40% d'ailleurs, de la baisse de la sinistralité, en sachant que sur certains secteurs bien spécifiques, on peut aller par exemple jusqu'à 90% en moins sur les dentistes, 73% des interventions chirurgicales qui ont été annulées. Donc, on ne sait pas trop parce qu'il y a vraiment une vraie confusion au niveau des chiffres. Toujours est-il que le gouvernement a demandé en fait aux complémentaires santé, enfin plutôt aux assureurs liés aux complémentaires santé, de contribuer dans un mécanisme de solidarité en fait à cette solidarité nationale compte tenu de la situation. Pour le gouvernement, il y aurait 60% des dépenses en moins qui seraient économisées en fait par les complémentaires santé. Donc pour le gouvernement, il faudrait en fait que les organismes assurantiels puissent compenser cette économie, entre guillemets. Après, comme le dit Didier, en effet, on se rend compte aussi que des économies, il y en a d'un côté, mais en même temps, il y a des augmentations de l'autre. Donc, pour le moment, en fait, les assureurs, malgré le courrier du gouvernement qui a été fait aux principaux syndicats, que ce soit la FFA, la CTIP ou la FNMF, excusez-moi, j'ai un peu de mal à le dire, voilà, malgré ce courrier-là, il ne se passe pas grand-chose parce que, quelque part, aujourd'hui, on n'est pas capable, en fait,
et je trouve ça totalement normal. On n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir dire quelles vont être les réelles conséquences en fait du Covid, que ce soit en termes de conséquences positives entre guillemets ou conséquences négatives au niveau financier sur les dépenses de santé pour les assureurs. À côté de ça, je ne sais pas si vous avez lu un article de l'Argus dernièrement qui disait qu'en fait, les hôpitaux de Paris demandaient ou souhaitaient supprimer le ticket modérateur pour tout ce qui est hospitalisation. Selon eux, la suppression du ticket modérateur, c'est-à-dire une prise en charge non pas à 80% par le régime obligatoire et à 20% par les organismes assurantiels, donc le ticket modérateur en fait, permettrait de pouvoir économiser en termes de salariés dans la mesure où ils estiment que 1500 personnes sont attachées en fait au recouvrement simplement administratif en fait. Et puis à côté de ça, il y aurait aussi des sommes qui seraient jamais récupérées auprès des organismes complémentaires et ils estiment ça à 30%. Donc pour les hôpitaux de Paris, ça leur permettrait de pouvoir avoir plus de moyens. Pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité. Toujours est-il que c'est une des demandes qui est liée au Covid. Alors, comme je le disais, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. J'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Je trouve ça un peu plus sympa qu'avoir juste un espace de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Au niveau des organismes assurantiels, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait tendance encore à appeler les complémentaires santé mutuelles. Pourquoi? Parce que les mutuelles, même si elles perdent en part de marché, en fait, restent le principal détenteur, on va dire, des contrats au niveau de la complémentaire santé. Aujourd'hui, enfin en 2019, elles détenaient 51% des cotisations. Principalement, cependant, sur des contrats individuels dits seniors. C'est-à-dire que leur part de marché a tendance à se réduire, ça c'est le premier point. Et deuxième point, le niveau d'âge est quand même assez grand, entre guillemets, puisqu'elles détiennent plus de 43% des souscripteurs au niveau des seniors. Là où les sociétés d'assurance détiennent beaucoup moins de seniors, c'est beaucoup plus équilibré. Et surtout, on a sur une répartition équilibrée entre des contrats collectifs et des contrats individuels. Globalement, de toute façon, sur le marché, vous avez les mutuelles qui sont plutôt contrats individuels. D'accord. Et puis à côté de ça, vous avez les institutions de prévoyance qui, elles, par contre, sont essentiellement, et je dis bien essentiellement puisqu'on est sur des chiffres de 88% contrats collectifs, avec une part à la marge de contrats individuels qui relève principalement en fait des anciens salariés qui sont devenus retraités en fait en contrat collectif. Alors je lis juste la question, c'est comme les actions de circulation. Oui, en fait, ça, c'est vraiment une grosse problématique, Didier, au niveau de l'image, en fait, qu'a donné ou qu'on a donné à l'assurance plutôt, ça c'est mon point de vue, qu'on a donné à l'assurance pendant le Covid. Les assureurs étaient des escrocs, des voleurs, je ne sais plus comment les appeler. Là, pour le coup, on a gardé cette définition, je dirais. Et en plus de ça, maintenant, on est devenu des personnes qui ne participent pas à la solidarité nationale parce que je pense qu'il y a une faible éducation financière, économique et juridique en France et qui ne permet pas de comprendre certains aspects comme le principe de mutualité, comme la perte d'exploitation. Voilà. Et c'est des choses qui nuisent à l'image des assureurs aujourd'hui, alors que les sociétés financières, principalement les assureurs d'ailleurs, ont énormément contribué financièrement quand même à essayer de donner un petit peu d'argent, on va dire, au système pour essayer de combattre cette crise qui est avant tout sanitaire, mais qui devient économique et qui est dramatique, bien évidemment. Je reprends. On constate néanmoins une baisse du nombre de porteurs du risque. Alors, ça paraît impressionnant comme ça parce qu'il y a quand même, il reste un peu moins d'un quart des organismes, c'est-à-dire 474 organismes en 2019 qui garantissaient donc des complémentaires santé contre 1702 en 2001. Ça s'explique, c'est un phénomène en fait qui s'explique de toute façon par solvabilité 2, par des regroupements de mutuelles notamment. Donc c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les branches d'assurance, qu'on voit beaucoup en santé, c'est vrai, parce qu'avant il y avait beaucoup plus de mutuelles qui proposaient des complémentaires santé. Aujourd'hui, le marché est en train de se concentrer et le marché est en train de s'équilibrer, on va dire, comme je le disais, les sociétés d'assurance
prennent de plus en plus grande part en fait dans le marché de la complémentaire santé. Bon, je voulais juste vous parler de ce marché, de ces enjeux, parce que je pense que si vous êtes là, si vous voulez qu'on parle de complémentaire santé, c'est parce que vous avez compris les enjeux pour vos clients et pour vos prospects, et que le but, c'était de pouvoir vous dire que vous avez raison. Néanmoins, la complémentaire santé, c'est quelque chose dans l'assurance qui est un petit peu à part, parce que c'est mon point de vue, parce qu'on se rend compte qu'on a une avalanche de réformes qui vont concerner la santé, dans la mesure où la santé est en partie prise en charge par le régime obligatoire, c'est-à-dire par l'État, et en partie prise en charge par les organismes assurantiels. Alors l'État n'a pas pour but, on va dire, de faire en sorte que les organismes assurantiels aillent bien au niveau financier, etc., même si c'est quand même dans l'intérêt de tous. Mais l'État s'est rendu compte qu'il fallait peut-être rationaliser les dépenses par rapport au déficit de la sécurité sociale qui a parfois atteint des records. Aujourd'hui, la sécurité sociale, enfin du moins en 2019 n'était plus du tout en, comment dire, en déficit, puisqu'on avait au contraire un excédent de presque 10 milliards d'euros depuis 2 ans. Le Covid va bien évidemment changer beaucoup de choses, mais encore une fois, je ne sais pas forcément dans quel ordre. Toujours est-il que l'État, depuis une petite vingtaine d'années, fait en sorte de rationaliser les dépenses liées à la santé. Rationaliser les dépenses, ça ne veut pas dire, quand on regarde les courbes, ça ne veut pas dire en fait qu'il baisse les dépenses. Pas vraiment. Les dépenses, elles continuent d'augmenter en nombre. Mais on a essayé de rationaliser les dépenses en responsabilisant les assurés sociaux et en responsabilisant aussi les médecins. D'un côté, vous aviez le parcours de soins coordonnés, la franchise médicale, qui ont été des restes à charge, en fait, parfois pour les assurés sociaux, et qui a permis, en fait, notamment aux assurés sociaux de pouvoir prendre conscience de certaines dépenses, en fait, liées à la santé. Aujourd'hui, ce reste à charge-là, qui peut être soit la sanction liée au fait que vous n'avez pas déclaré de médecin traitant ou liée au fait que vous n'avez pas respecté le parcours de soins coordonnés, ainsi que la franchise médicale, ne sont pas pris en charge par les complémentaires santé. C'est en ça, en fait, qu'on a une espèce de rationalisation. Dans le sens où, comme ce n'est pas pris en charge par les contrats complémentaires santé, dans le cas de contrats responsables, si la personne fait le choix de ne pas suivre le parcours de soins coordonnés, tout simplement, elle aura une sanction qui lui sera applicable sur le ticket modérateur, sur le remboursement de la base de remboursement de la sécurité sociale. Et à partir de là, ça fera en sorte qu'on ne puisse pas, qu'on responsabilise en fait les personnes. Alors, je lis juste les questions. Alors, oui, il y a certains médicaments aussi qui sont non remboursés désormais. On pense notamment à plein de médicaments qui sont dits de confort, hein, ainsi que l'homéopathie à venir. Ça fait partie aussi des déremboursements et des rationalisations des dépenses, en effet, et du désengagement de l'État à ce niveau-là. C'est ça. Je réponds juste à la question de Didier concernant les règles de commercialisation et de vente au téléphone. Est-ce qu'un certain nombre d'opérateurs va disparaître? Ça, encore une fois, c'est une question qui mérite une réponse, mais qui est compliquée à, à analyser comme ça à froid, sans recul. Il est possible, en effet, qu'un certain nombre de personnes puissent disparaître. De toute façon, depuis 3 ans, la CPR sanctionne de nombreux distributeurs qui font de la vente à distance de produits santé, prévoyance par téléphone. Il y a eu Provitalia, il y a eu LGP, qui sont des courtiers qui faisaient de la vente à distance par téléphone. La DGCCRF aussi a sanctionné sanctionne des intermédiaires. À côté de ça, vous avez aussi donc la recommandation du CCSF qui était censée rentrer en vigueur au deuxième trimestre 2020, donc maintenant. En l'état, on n'a pas forcément de disparition, on a simplement par contre des changements dans les pratiques commerciales de ces plateformes téléphoniques et on verra les conséquences de ces changements au fur et à mesure. À côté de la rationalisation des dépenses, vous avez aussi une amélioration de la couverture, malgré tout. Quand je parle de l'amélioration de la couverture, alors on va parler du 100% santé, bien évidemment, on va parler du contrat responsable, mais on va aussi parler d'une espèce de généralisation de la couverture, en fait, parce que le but à ce moment-là, ça va être de faire en sorte, quand même,
et malgré tout, que de plus en plus de personnes puissent accéder à la complémentaire santé. Alors, l'ANI a été une des étapes de cette généralisation de la couverture, sauf que rappelons quand même que l'ANI ne concerne pas tous les salariés, il ne concerne que les salariés du secteur privé, qui représentent quand même une grosse part de la population, je vous l'accorde, mais ça ne concerne pas les travailleurs non salariés, ça ne concerne pas les fonctionnaires. À côté de ça, outre l'ANI, il y a aussi la portabilité des garanties dans la mesure où, une fois que vous êtes salarié, si votre contrat de travail est rompu, vous avez le droit de maintenir vos garanties en santé pendant une durée maximum d'1 an, en fonction de la durée de votre contrat de travail. Une portabilité des garanties, d'ailleurs, qui est tout un enjeu lié au Covid, dans la mesure où il y aura très certainement des licenciements à venir et que la portabilité en cas de fermeture, donc en cas de liquidation de l'entreprise, n'est à ce moment-là plus garantie par les employeurs. Si l'entreprise est fermée, il n'y a plus de mutualisation. Donc à partir de là, il n'y aura plus de garantie à ce niveau-là. Toujours est-il que c'est vrai que c'est un vrai enjeu. À côté de ça, vous avez aussi des choses qui vont améliorer la couverture à travers notamment la réforme sur la protection universelle maladie qui a permis en fait aux personnes de pouvoir, ça a remplacé la CMU classique et ça a permis aux personnes d'avoir un régime obligatoire à partir du moment où on a une résidence effective en France et régulière. Ça nous permet de pouvoir en effet adhérer en fait au régime obligatoire, donc ça permet d'avoir une meilleure couverture. À côté de ça, vous avez la CMUC ainsi que la CS qui ont disparu au 1er novembre 2019 pour laisser place à la CSS. Je vous en parle tout à l'heure. On se rend compte de quoi? On se rend compte que finalement, les réformes concernant la complémentaire santé ont eu 2 buts qui sont parfois finalement assez aux antipodes, puisque vous avez une rationalisation des dépenses, une amélioration de la couverture. Et néanmoins, l'État souhaite aussi faire en sorte d'agir sur la concurrence, c'est-à-dire la concurrence entre les assureurs, de sorte à faire baisser le coût des cotisations. La concurrence à travers la lisibilité des garanties, qui c'est vrai, quand on lit un tableau de garantie en santé avec des pourcentages, etc., c'est pas toujours simple à comprendre pour les personnes. Donc là-dessus, l'État, notamment dans le cadre de la réforme 100% santé, force les assureurs à donner de plus en plus de détails, notamment par le biais d'exemples de remboursement en euros, d'une part, et d'autre part par le biais aussi d'une terminologie qui serait uniformisée. Ça permettrait en effet aux personnes de mieux comparer les garanties, éventuellement changer d'assureur plus facilement. Et ce changement d'assureur plus facilement aussi, je reviendrai dessus, est aussi un souhait du gouvernement qui va dans le prolongement de la loi Hamon, qui concernait, je vous rappelle, l'auto, l'habitation et les contrats affinitaires, et qui permettrait donc à partir du 1er décembre 2020, une résiliation infra-annuelle au bout d'1 an de contrat. Alors, je lis juste les petites questions. Que faire face à des impayés de plus en plus fréquents dus à des augmentations importantes des mutuelles avec l'âge? Bonjour Dominique. Que faire face à des impayés? Malheureusement, les impayés, que ce soit sur les complémentaires santé ou que ce soit sur les contrats entreprises, sont des choses sur lesquelles en fait on peut difficilement agir, à part faire en sorte d'appeler son client, notamment dans le cas du devoir de conseil d'une part, et puis le relancer, essayer de lui expliquer et de trouver après, auprès des sociétés d'assurance ou des courtiers grossistes, peut-être d'échelonner pardon, les primes, mais ce qui est déjà le cas puisque la majorité des primes sont mensualisées. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de solution face aux impayés en ce qui concerne l'assurance. Ça fait partie des risques du métier et je sais bien que c'est pénible. Concernant le reste à charge zéro, les premiers retours des clients indiquent que les prestations sont du low cost et que le matériel est du bas de gamme. C'est un risque. Néanmoins, ne pas oublier que le reste à charge zéro est un panier de soins minimum, et que, on le verra tout à l'heure, les personnes peuvent choisir de rester dans ce panier de soins minimum ou alors peuvent choisir d'avoir des meilleures garanties. Au niveau du devoir de conseil, peut-on faire souscrire une complémentaire santé à une personne éligible à la CMUC ou CSS et qui nous en fait la demande?
Alors, je dirais que sur le principe, il y a une liberté contractuelle. Donc, une personne en fait qui ne désire pas, pour des raisons X ou Y, adhérer à la CSS, on a totalement le droit. D'ailleurs, sur l'ACS, donc qui est l'ancien dispositif, l'aide à la complémentaire santé, on estimait qu'il y avait la moitié des personnes qui avaient droit à l'ACS qui finalement n'en demandaient pas. Donc, en termes de devoir de conseil, il n'y a pas de problème pour vous, Dinan. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez marquer dans les commentaires que la personne pouvait bénéficier de la CMUC ou de la CSS, mais que sur sa demande, vous lui avez fait une proposition au niveau de la complémentaire santé auprès d'un de vos partenaires. Alors, est-ce que la Châtel fonctionne sur tous les types de mutuelles? Oui, sauf les collectives et sauf celles souscrites par un TNS. Pourquoi? Parce que la loi Châtel précise bien, je réponds à des questions qui vont un petit peu arriver plus tard, mais ce n'est pas grave. La loi Châtel précise bien que ça concerne les personnes physiques qui agissent en dehors de leur activité professionnelle. Donc la loi Châtel peut être applicable à partir du moment où vous avez une personne physique qui n'a pas qui ne déclare pas ses cotisations sous le régime de la loi Madelin, par exemple, et que cela ne concerne pas un contrat collectif. C'est exactement pareil que pour une assurance auto qui serait à usage professionnel. La loi Châtel ne fonctionnerait à ce moment-là pas. Concernant l'ANI, ça a été une vraie crainte. Ça a été une vraie crainte dans la mesure où moi, j'ai beaucoup de mes courtiers qui ont parfois vu leur part de chiffre d'affaires se réduire. Parce que forcément, les salariés qui étaient jusqu'ici environ 50% simplement à avoir une complémentaire santé sont passés en un an à 96% à avoir une complémentaire santé collective. Donc forcément, il y a eu une redistribution des contrats individuels vers les contrats collectifs. Aujourd'hui, il y a 84% des établissements qui proposent un contrat collectif aux personnes, à leurs salariés. Les autres établissements ne proposent pas de complémentaire santé collective, non pas parce qu'ils décident globalement, je dis bien, non pas parce qu'ils décident globalement de ne pas respecter cet accord national interprofessionnel, qui n'est pas une loi, mais qui a quand même une force réglementaire importante, mais parce que en fait, les personnes ont pour la plupart des dispenses d'adhésion. Des dispenses d'adhésion que je ne détaillerai pas, mais je vous ai fait un petit tableau synoptique à ce niveau-là. Donc, vous pourrez le regarder si vous le souhaitez quand vous recevrez le PowerPoint. Donc, globalement, aujourd'hui, on est sur une couverture quasiment généralisée en matière de complémentaire santé collective, en sachant que la complémentaire collective, dans le cadre de l'ANI, est un contrat responsable qui impose des garanties minimales, qu'on va appeler panier de soins, et puis un financement pris pour moitié au minimum par les employeurs. Ce qui fait qu'en fait, comme tout ça, c'est du minimum, on a quand même des grandes disparités entre les différents contrats. En moyenne, il y a 58% des cotisations qui sont prises en charge par l'employeur. Mais à côté de ça, selon les secteurs d'activité de l'entreprise, le collège, cadre, non cadre, on se rend compte qu'il y a des fois, l'employeur reste à 50%, comme parfois il peut prendre jusqu'à 100%. Donc, il y a des vraies disparités à ce niveau-là. Pareil pour les organismes. Au niveau des organismes, je vous rappelle qu'en fait, avant la décision du Conseil constitutionnel de 2012, qui a donc aboli les clauses de désignation à partir de 2013, mais comme ces clauses pouvaient durer jusqu'à 5 ans, du coup, la fin active s'est faite en 2018. On a des sociétés, des entreprises qui peuvent souscrire aujourd'hui auprès des mutuelles, auprès des sociétés d'assurance et auprès des institutions de prévoyance. Là où classiquement, en fait, la plupart du marché était vraiment à 100% institutions de prévoyance. Néanmoins, la majorité, beaucoup d'établissements continuent de suivre les clauses de recommandation. Donc, je sais que le marché de la collective pour les courtiers est un marché qui est assez fermé parce que est un marché qui est assez compliqué d'ailleurs à atteindre dans la mesure où en plus de l'ANI, vous avez aussi les conventions collectives à étudier et ce n'est pas toujours très simple. Et puis, les démarches de mise en place ne sont pas toujours très simples. À côté de ça, on se rend compte quand même que même si les salariés sont globalement satisfaits
par la complémentaire santé collective qui est mise en place par leur employeur. Beaucoup demandent à souscrire des renforts et 7% souscrivent une surcomplémentaire santé. Je vous avoue que j'ai été moi-même étonnée en lisant ces chiffres parce que la surcomplémentaire santé est souvent chère, compliquée à comprendre, compliquée à vendre, et je ne pensais pas quand même qu'il y avait 7% des salariés qui continuent de souscrire une surcomplémentaire santé. Je réponds aux questions. Vous êtes des personnes de 80 ans et plus doivent être assistées par un témoin pour la souscription du contrat complémentaire santé. Alors, en fait, c'est difficile parce qu'il est compliqué objectivement de déterminer un âge de capacité, je dirais. Le principe en droit est le suivant. Il y a la capacité juridique à partir de 18 ans pour tous. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que à partir du moment où vous avez 18 ans, vous avez la capacité de pouvoir souscrire un contrat normalement seul. Il y a bien évidemment des adultes protégés. Les adultes protégés, il y a plusieurs niveaux, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. Mais à partir du moment où vous ne faites pas partie de ces 3 niveaux de protection, en sachant que la tutelle et la curatelle sont ceux qui demandent l'assistance, voire même la signature par le tuteur, vous n'êtes pas considéré comme incapable, y compris parce que vous avez 80 ans ou 90 ans, etc. Après, c'est compliqué parce que je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si vous avez tous 25 ans comme moi. C'est une blague, je n'ai pas 25 ans. Ou voilà. Mais globalement, c'est sûr qu'à partir d'un certain âge, on peut être un peu moins averti et c'est compliqué à ce moment-là de toujours tout comprendre. Mais ça peut être aussi très vexant de demander à quelqu'un d'assister une personne âgée qui a toutes ses capacités cognitives. Ça peut être très vexant. Et en termes de devoir de conseil, on ne nous impose pas, encore une fois, d'être assisté par un témoin si on ne fait pas partie des catégories de protection que je vous ai citées, en sachant néanmoins que le juge apprécie le devoir de conseil in concreto, c'est-à-dire en fonction des capacités de la personne. Donc, ça veut dire que vous, par contre, dans la formalisation de votre devoir de conseil, vous allez devoir faire en sorte quand même d'être peut-être plus attentionné et aussi peut-être écrire davantage les choses de sorte à avoir le moins de problématiques possible pour certaines catégories de personnes. Mais on parle des personnes âgées comme on peut parler aussi d'autres catégories de personnes. Alors, Stéphane, je ne croyais qu'elle ne marchait pas sur les contrats groupes. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, excusez-moi. La loi Hamon est-elle actée pour le 1er décembre? Alors, les assureurs ne sont pas du tout d'accord avec ça, globalement. En période de Covid, ils ont demandé à repousser cette réforme-là. A priori, ça ne va pas être repoussé. Voilà. Mais en l'état, je n'ai pas vu passer de texte qui l'actait définitivement. Pour les placements, c'est pourtant le cas. Non, et encore une fois, Didier, là-dessus, il n'y a pas dans le code des assurances, comme dans le code civil qui génère le droit des contrats, il n'y a rien qui demande en fait l'assistance par un témoin. Il n'y a pas de cas juridique à ce niveau-là, y compris pour les contrats placement. Par contre, il est certain que moi, je déconseille à mes courtiers mes CGP ou mes courtiers assurance vie, de faire souscrire des contrats à des âges de souscription trop anciens. Et d'ailleurs, ça, par contre, la CPR met bien en garde que même normalement, on devrait éviter les souscriptions à des âges trop anciens, encore plus seuls, mais en même temps, le témoin n'a pas de valeur juridique. Donc, contrairement à la tutelle et à la curatelle. C'est vraiment quelque chose de compliqué, ça, je l'entends. Est-ce qu'on doit intégrer une question sur le fait qu'on est majeur protégé ou pas dans le devoir de conseil? Dans le recueil des besoins, sur tous les recueils de besoins, que ce soit ceux des sociétés d'assurance, des courtiers grossistes, etc., on ne le demande jamais. Et c'est un tort, en fait, juridiquement, parce que le Code des assurances précise dans l'article L113-2 que l'assuré est obligé de déclarer exactement et de répondre exactement aux questions posées par l'assureur. À défaut, en fait, il est sanctionné par la nullité du contrat, globalement, ou la règle proportionnelle de prime. Mais le juge dit bien,
on répond aux questions qu'on nous pose. Donc, c'est vrai qu'à côté de ça, si on ne lui pose pas la question, lui, il n'est pas censé nous dire spontanément, en fait, s'il est majeur protégé ou pas. C'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est pas simple, mais c'est une question qui pourrait être totalement intégrée, en effet. Est-ce que vous êtes majeur protégé? Si oui, quel est votre niveau de protection? Et à ce moment-là, récupérez bien évidemment les pièces justificatives. C'est une question qu'on pose souvent à l'oral, ou qu'on peut poser à l'oral, mais que je n'ai jamais vue aujourd'hui à l'écrit. Alors, la loi Châtel, en effet, je vous confirme, Stéphane, ne marche pas sur les contrats groupes. La loi Châtel ne concerne que les personnes physiques. Donc, ils vont souscrire leur contrat individuel. Je reviens sur ce que je disais au niveau de la généralisation de la complémentaire santé. Donc, je vous ai parlé un petit peu de l'ANI. Je vais vous parler un petit peu plus maintenant de la complémentaire santé solidaire, qui remplace le dispositif de la CMU-C qui existait depuis 2000, depuis le 1er janvier 2000, et l'ACS, l'aide à la complémentaire santé. Le nombre de bénéficiaires, que ce soit sur la CMU-C ou l'ACS, était un nombre qui était assez important. Sur la CMU-C, il a augmenté pendant très longtemps. Et puis, ces dernières années, on était sur un nombre stable. Pas en baisse, mais stable. Sur l'ACS, on est sur un nombre, par contre, qui augmente. Je vous rappelle que la CMU-C et l'ACS étaient des dispositifs complémentaires au régime obligatoire qui étaient gratuits pour la CMU-C, en partie payant, puisque c'était par le biais de chèques pour la CS, et qui permettait à des personnes qui répondaient à des conditions de revenus de pouvoir avoir une complémentaire santé de base, notamment au niveau du ticket modérateur. L'État a décidé, pour simplifier, c'est ce qui a été dit, pour simplifier en fait l'accès aux complémentaires santé, de mettre en place un dispositif qu'on appelle la complémentaire santé solidaire. Cette complémentaire santé solidaire a été mise en place au 1er novembre 2019. Ça remplace, donc comme je disais, la CMU-C et la CS. Vous avez toujours le dispositif gratuit qui pourrait correspondre à la CMU-C, toujours le dispositif avec participation financière qui pourrait correspondre à la CS. Il a été dit que le plafond de prise en charge serait, enfin le plafond plutôt d'octroi de la CSS serait majoré de 35%. Toujours est-il qu'au niveau des chiffres, on se rend compte que le nombre de bénéficiaires est en baisse, à savoir qu'on avait 6 93 personnes en février 2020 qui étaient bénéficiaires de la CSS, là où si on cumule, en fait, on aurait dû atteindre plus. Donc, là encore, pas assez de recul pour savoir pourquoi, mais la CSS, finalement, ne semble pas tant que ça généraliser ou permettre un meilleur octroi d'un régime obligatoire, en fait, aux personnes qui en ont besoin. Vous avez aussi, non plus là dans la généralisation, mais plutôt dans l'amélioration de la couverture, une réforme qui a été souhaitée donc, par Agnès Buzyn et qui a été portée par le gouvernement, puisque c'était une des promesses de campagne de mémoire, qui s'appelle le 100% santé. Le 100% santé, le reste à charge zéro. Alors, je ne sais plus tout à l'heure qui m'a dit qu'en effet, on se rendait compte parfois que c'était des prestations low cost. Oui, c'est un petit peu le même principe. Vous savez, en dentaire, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir des couronnes qui sont visibles et d'autres qui sont vraiment très cachées. Donc là, on est sur des prestations, je ne dirais pas low cost, parce que le low cost est quand même assez péjoratif, mais sur des prestations de base. On n'est pas forcément dans le 100% santé sur la monture Gucci, au niveau lunettes, le verre hyper aminci. Il reste un verre aminci, mais pas un verre esthétiquement forcément qui pourrait être le mieux. D'ailleurs, au niveau des devis, on est à 12% des devis en optique qui intègrent le 100% santé, ce qui veut dire qu'à côté de ça, il y a 88% des personnes qui décident de ne pas
avoir bénéficié donc du 100% santé au niveau de l'optique. Au niveau du dentaire, par contre, on est sur beaucoup plus et donc du coup, on est sur un démarrage qui est plutôt positif dans la mesure où on a 44% des devis qui intégraient le 100% santé, ce qui signifie que 44% des personnes qui ont fait des travaux dentaires, entre guillemets, ont bénéficié du 100% santé, alors que sur le dentaire, il y a simplement une partie du dentaire qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2020. Une deuxième partie ne rentrera en vigueur qu'au 1er janvier 2021. Sur l'auditif, en fait, on se pose des questions, enfin, du moins les professionnels se posent des questions sur l'équilibre économique. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, dans la mesure où ce 100% santé permettrait à des personnes de pouvoir être équipées, appareillées au niveau auditif de manière gratuite, intégralement pris en charge à la fois par le régime obligatoire et par la complémentaire santé. Les professionnels se posent des questions sur tout ceci. Et dans la mesure où ça rentrera en vigueur en 2021, qu'il y a eu énormément de changements ces derniers temps, on n'a pas encore les réponses. Toujours est-il que par rapport au 100% santé, le but, c'était de faire en sorte, encore une fois, d'améliorer la couverture des personnes, un petit peu dans la même verve que le contrat responsable aussi, et améliorer la couverture des personnes, non pas pris en charge intégralement par l'État, mais pris en charge aussi par les complémentaires santé. Les complémentaires santé qui ont dû s'adapter en fait au 100% santé, adapter tous leurs contrats, et qui ont dû, à côté de ça, faire en sorte que leurs tarifs ne soient pas augmentés à cause du 100% santé. Troisième imposition, on leur demande aussi d'accroître la lisibilité des garanties. Ce qui fait qu'en fait, chez les porteurs de risque au niveau de la complémentaire santé, globalement, ils grondent. Oui, la base de remboursement du régime obligatoire pour les prothèses dentaires n'a pas évolué depuis des décennies. Alors, je crois qu'elle est à 113,50 € de mémoire. Depuis longtemps, je ne saurais pas vous dire depuis quand. L'optique, c'est pareil. En fait, on était sur des bases de remboursement très faibles. Et donc, derrière, on pouvait avoir les meilleurs complémentaires santé du monde. Il nous fallait quand même beaucoup de garanties. 107,50 €, oui, pardon. 40 ans au moins. Je n'ai pas 40 ans, donc je ne sais pas, mais je vous crois sans aucun souci. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la fin de ce petit webinaire. Je vais vous parler de résiliation infra-annuelle, même si j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, pour résilier une complémentaire santé, vous avez 4 possibilités. L'échéance principale, 1 ou 2 mois avant l'échéance principale, la personne peut résilier son contrat complémentaire santé en envoyant une lettre recommandée à son assureur. Je parle bien d'assureur et pas son intermédiaire. Changement de situation, que ce soit un mariage, un décès, peut permettre en effet de pouvoir résilier un contrat de santé, ou même le fait d'adhérer à un contrat groupe, l'augmentation de la prime et la loi Châtel. Ça, c'était les 4 possibilités pour résilier la complémentaire santé. À partir du 1er décembre 2020, normalement, en principe à 99%, j'irais, les personnes vont pouvoir résilier leur contrat complémentaire santé à tarif de convention 120 € au lieu de 107,50 €. Donc, à partir du 1er décembre 2020, les personnes vont pouvoir résilier leur contrat complémentaire santé qui aurait plus d'1 an d'existence, en fait, à tout moment, dans le même cadre que la loi Hamon. Les assureurs ne sont pas du tout contents parce que je pense qu'il y a une certaine crainte. Il faut savoir qu'en plus, aujourd'hui, c'est cher, le taux d'acquisition d'un client est quand même assez... enfin, le prix d'acquisition d'un client peut être cher. Et si on a un client qui ne reste pas, forcément, c'est un client qu'on n'a pas forcément rentabilisé quand on est courtier. Et en effet, les contrats, cette résiliation infra-annuelle va porter en plus sur les contrats individuels et collectifs, en sachant que le contrat collectif, la mise en place d'un contrat collectif est compliquée. Néanmoins, je tiens à vous rassurer sur le fait que globalement, les contrats collectifs ont un taux de résiliation qui est faible. Globalement, les entreprises, quand elles mettent en place des contrats collectifs, elles savent que c'est compliqué. Au niveau législatif, au niveau du droit du travail, c'est tout un processus
par rapport à la DUE, par rapport à la consultation des éventuels partenaires sociaux, etc. C'est un processus qui est un peu compliqué. Mais en ce sens, je ne suis pas vraiment sûre que les entreprises utilisent énormément cette résiliation infra-annuelle. Donc, je dirais que ça va se faire à la marge. Toujours est-il qu'en effet, pour les personnes physiques, ça peut changer un certain nombre de choses dans le secteur, dans le marché, notamment quand on sait que le marché est important au niveau des seniors et que les seniors, bien évidemment, ne savent pas toujours, mais de même d'ailleurs que tout le monde, ne savent pas toujours quand est leur date d'anniversaire, etc. Et que parfois, pour des raisons de praticité, ils ne souhaitent pas résilier leur contrat parce que ils pensent que tout sera un peu trop compliqué. Donc, ça risque de changer pas mal le marché. Il y a une demande de report, Eric, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais cette demande de report vient en fait en opposition avec la demande du gouvernement qui est de ne pas reporter. Donc, qui va gagner? On peut en reparler dans 6 mois, mais je pense que le gouvernement va gagner. Surtout qu'à côté de ça, les assureurs n'ont pas répondu à la lettre du gouvernement qui demande à ce que les assureurs santé prennent en charge une partie des dépenses liées au Covid. Donc, je ne sais pas. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Pour la santé, une chose qui risque de changer, c'est les commissions versées par escompte, tout à fait. Les précomptes ne sont pas interdits expressément par le Code des assurances, y compris dans le cadre de DDA, parce que on n'a pas dans le Code des assurances signifié autre chose que commission honoraire, etc. Mais on peut parler du fait que les précomptes pourraient être une sorte de conflit d'intérêts, puisque ça oblige, entre guillemets, le client à rester, pour éviter le remboursement par le courtier, à rester auprès du même assureur sur le même contrat pendant un certain nombre d'années. Ce qui veut dire que c'est une forme de conflit d'intérêts. Ça explique pourquoi de nombreux assureurs, sociétés d'assurance ou courtiers grossistes ont tendance en fait à arrêter ce mode de rémunération pour le courtier ou à l'encadrer de plus en plus. Mais en l'état, il n'y a pas d'interdiction formelle, mais une interdiction qui devrait se faire très certainement selon moi. Aujourd'hui, l'avantage des précomptes, c'est qu'en fait, aucune association de consommateurs ne s'en est mêlée. Comme aucune association de consommateurs ne s'est mêlée de la vente à distance de produits d'assurance pendant des années. Du coup, les choses peuvent changer très rapidement. Quel sera le délai de préavis pour la résiliation infra-annuelle au 1er décembre? Alors, le délai de préavis pour la résiliation infra-annuelle au 1er décembre, d'un mois, enfin de 30 jours, comme la loi Hamon classique. Donc, voilà. Ce qui veut dire que les premiers contrats en résiliation infra-annuelle pourront être, à mon sens, être souscrits à partir du 1er janvier 2021. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Est-ce que cela vaut pour les contrats collectifs? Oui, la résiliation infra-annuelle devrait, ça reste du conditionnel, mais dans tous les cas, c'est la loi du 14 juillet 2019 avait prévu en effet que les contrats collectifs puissent être concernés par la résiliation infra-annuelle. Qui dit contrat collectif dit aussi contrat souscrit par des TNS. Alors que la loi Hamon ne concerne vraiment que les personnes physiques qui agissent en dehors de leur champ professionnel, puisque la loi Hamon est une loi sur la consommation et donc sur le consommateur. Là où la loi du 14 juillet 2019 n'est pas une loi sur le consommateur. Le précompte, à mon humble avis, ne concerne pas les contrats santé. Par contre, l'escompte est un outil. Le précompte peut concerner les contrats complémentaires santé. Pour la loi Hamon, les GAV et PJ sont considérés comme affinitaires. Non. Les GAV et PJ ne sont pas considérés comme affinitaires, donc ne peuvent pas bénéficier de la loi Hamon. Le contrat affinitaire, c'est celui qui est
souscrit dans le cadre de l'achat d'un bien ou d'un service, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez tout ce qui est contrat, assurance voyage, assurance téléphone portable, etc. Donc, cette loi concerne tout le monde? Oui. Elle concerne, en fait, là, pour le coup, on n'est pas rattaché à une catégorie de personnes, on est rattaché à une catégorie de contrat qui est contrat complémentaire santé individuel et collectif. Donc, ça va concerner tout le monde. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, pour le coup, du précompte en santé, il y en a encore, je vous assure. Est-ce que dans le cadre de la nouvelle loi pour résilier les contrats santé, les contrats groupes seront soumis? Oui, aussi. C'est ce que je disais, en effet. Les contrats groupes devraient être concernés par, par cette loi-là. Enfin, c'est concerné par cette loi-là. Alors, je vais attendre 2 petites secondes si vous avez des questions supplémentaires, sinon je vais vous rappeler, je vais vous rappeler, pardon, comment ça va se passer. Alors, un avenant pourra-t-il reporter les 1 an? Dylan, je ne comprends pas votre question. Un avenant pourra-t-il reporter les 1 an? Ah, un avenant au bout de 6 mois reportera-t-il la première année d'engagement en santé? En fait, tout dépend. Je dirais qu'en principe, non, parce qu'un avenant est une modification de contrat et pas donc une date, d'effet du contrat, enfin voilà. Par contre, il est possible que, les assureurs, puissent, au lieu de faire un avenant, fassent un nouveau contrat. Moi, si j'étais société d'assurance, c'est ce que je ferais. Alors, si les contrats groupes, obligatoires sont concernés, la résiliation relève-t-elle du nouvel assureur? Ah oui, d'accord, comme sur la loi Hamon. C'est probable, mais on n'a pas encore, dans la mesure où on n'a pas encore les modalités de résiliation, je ne sais pas encore si la résiliation va être du fait du nouvel assureur, enfin, ou du nouvel intermédiaire, ou du fait de la personne, que ce soit physique ou morale. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que pour conclure, la complémentaire santé, comme vous l'avez vu, paraît un contrat simple, entre guillemets, parce que la plupart pensent que, beaucoup d'ailleurs de distributeurs n'aiment pas vendre de la complémentaire santé, mais c'est un contrat très complexe, hein. Alors, il a l'avantage d'avoir des primes qui sont importantes, d'avoir des commissions qui sont importantes, notamment quand il y avait du précompte. Mais c'est un contrat sur lequel il y a tellement de changements que, il y a tellement de changements que, il y a un vrai marché au niveau de la complémentaire santé. Ce marché-là, est détenu par un certain nombre de personnes qui sont parfois des courtiers grossistes, hein, mais aussi même, vous à chaque niveau, il y a un vrai marché en contrat complémentaire santé malgré l'ANI, grâce à tout ce qui se passe au niveau, législatif et réglementaire. Alors Didier me dit: «Dommage que les autres auditeurs ne voient pas les questions des autres». Si, je pense que tout le monde voit, ah non, à tous les conférenciers en effet. Donc tout le monde ne voit peut-être pas tout en effet. Je ne sais pas. Il faudrait changer, en fait, vous aviez la possibilité de faire, tous les conférenciers et les participants, tout simplement. Je pense que c'était ça. Voilà, c'est peut-être un petit réglage que je ne vous avais pas proposé de faire. Bon, sur ce, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que cette formation vous a plu. Dans tous les cas, comme je vous le disais, vous allez recevoir à la fois le support de la formation, d'une part, et un petit quiz à réaliser sur Klaxoon. Concrètement, alors, on passe quand on produit, les formations DDA ne sont pas des formations produits. C'est justement quelque chose qui a été demandé en fait par le législateur. Les formations de produits ne peuvent pas être éligibles à DDA. Donc, comme je disais, vous allez recevoir un mail avec le support de formation d'une part, et d'autre part, vous allez recevoir aussi un mail de Klaxoon pour permettre de faire ce petit quiz. Vous avez 5 petites questions
il faut simplement que vous puissiez faire le quiz de sorte à pouvoir ensuite générer l'attestation DDA. Est-ce que le précompte est amené à disparaître? Certainement, selon moi, mais je ne suis pas devin. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non, tout a l'air clair. Bon. Alors, sur quelles adresses mail Alors, moi, ce que je vais vous proposer, parce que normalement, on a les adresses mail si vous êtes inscrit au webinaire. Si vous êtes inscrit au webinaire, en fait, vous avez, comment dire, vous avez déjà renseigné ces adresses mail. Donc, le fait d'avoir déjà enseigné ces adresses mail, ça nous permet de pouvoir avoir les bonnes adresses mail. Ce que je vous propose pour éviter d'avoir beaucoup de mails à ce niveau-là, c'est que quand vous allez recevoir, il y avait 2-3 personnes concernées par ça, par cette problématique-là. Il y avait Pierre de mémoire, Doria, je crois, je ne me souviens plus. Ce que vous allez faire, c'est que nous, on va vous envoyer une seule invitation Klaxoon, une seule attestation DDA, un seul support. Néanmoins, je l'ai pris note, ce qui veut dire qu'en fait, vous répondez à ce mail en disant, voilà, souvenez-vous, on était 2, vous me donnez les noms et les prénoms, ainsi que les adresses mail des personnes qui étaient présentes. Ça me permettra de mieux gérer les choses. D'accord ? Alors, les résiliations ne sont pas identiques. Je réponds juste aux dernières questions. Comment distinguer le code des assurances et le code de la mutualité? Parce que déjà, ils ont des noms différents. C'était une blague, pardon. Et le deuxième aspect, surtout, c'est que le code des assurances concerne à la fois les sociétés d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelle, là où le code de la mutualité concerne les mutuelles. Néanmoins, au fur et à mesure des années, on se rend compte que quand il y a des législations qui concernent l'assurance dans son ensemble, ces législations sont transposées dans le code des assurances et dans le code de la mutualité, si bien que Solvabilité 2, DDA ont toutes été transposées à la fois dans le code des assurances et le code de la mutualité. Donc en soi, il n'y a plus vraiment de différence en fait. Alors, les résiliations ne sont pas identiques. Rachine, je ne comprends pas votre question, car les résiliations ne sont pas identiques. Avez-vous une idée sur les taux de taxes appliqués? Vous parlez de la taxe de la TSA? Alors, vous savez combien de temps dans combien de temps allez-nous recevoir dans la journée ou dans le week-end concernant le quiz Klaxoon? Taxe Sécu, ok. La TSA, très bien. Alors, en fait, cette taxe n'a pas forcément le même montant. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des taxes, si vous n'êtes pas dans le contrat responsable et solidaire, on est à autour de 20%. Si vous êtes dans le contrat responsable et solidaire, on est à autour de 13%. Et si vous êtes dans TNS, il y a une baisse de la taxe, à savoir 7%. Alors, Didier, je suis désolée, mais en fait, je ne comprends pas votre question. À savoir, le précompte concerne... Le précompte et l'escompte, pour moi, sont deux systèmes de rémunération liés au courtier. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on ne parle pas de la même chose, qui fonctionnent sur le même système. Les deux posent un conflit d'intérêts qui, pour le moment, comme je disais, n'a pas été souligné par les associations de consommateurs ou par le juge, mais les deux fonctionnent de la même façon, à savoir que l'intermédiaire reçoit une avance de commission sur un certain nombre d'années et devra s'engager à rembourser cette avance de commission si le contrat est résilié avant 3 ans, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Didier, ou pas? Je ne sais pas. Le précompte impacte sur le client, l'escompte impacte sur le courtier. Les deux impactent sur le client dans la mesure où les deux devront être remboursés en fait. Mais peut-être que je me trompe.
Sur ce, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de votre présence. On était environ 68. Vous allez recevoir, donc, dès qu'on a récupéré les adresses mail, le petit quiz sur Klaxoon, ce qui me permettra ensuite de pouvoir valider l'ordre de DA de formation, en sachant que l'attestation de formation vous sera envoyée en milieu de semaine prochaine, de sorte à pouvoir vous laisser le temps de faire les quiz sur Klaxoon. Vous recevrez donc de ce fait les attestations de formation en milieu de semaine prochaine. Franck, je préférais, on a vos adresses mail, donc normalement il n'y aura pas de souci, ce qui veut dire que voilà, il n'y aura pas de souci. Ne nous donnez pas d'adresse mail là, comme ça ce sera beaucoup plus simple. D'accord? Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances si vous avez la chance de partir en vacances. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin.